Plaisir renouvelé de vous retrouver sur les antennes de Forio Télévision. Madame, Monsieur, bienvenue à ce rendez-vous de l'information. On va ouvrir notamment avec la récente visite du président français Emmanuel Macron en Afrique, notamment du côté de la Guinée-Bissau, avec ses propos haineux tenus donc à l'endroit du gouvernement malien. Dans un communiqué rendu public le 31 juillet dernier 2022, le gouvernement de la transition malienne a condamné les propos tenus par le président français Emmanuel Macron à Bissau le 28 juillet lors de sa récente tournée africaine. Le gouvernement au pouvoir réclame des preuves des affirmations du président français et exige de lui d'abandonner sa posture néocoloniale, paternaliste et condescendante. L'essentiel à retenir de ce contenu et qui est donc dans ce reportage d'Alice Singale. La France, qui a toujours œuvré à la division et à la partition de notre pays, est mal placée pour donner des leçons au Mali. Le gouvernement de la transition exige du président Macron d'abandonner définitivement sa posture néocoloniale, paternaliste et condescendante pour comprendre que nul ne peut aimer le Mali mieux que les Maliens eux-mêmes. C'est en reprenant ces paroles 3 fois de suite que le porte-parole du gouvernement de la transition malienne, dans un communiqué rendu public en date du 31 juillet, a condamné avec la dernière rigueur les propos haineux et diffamatoires tenus par le président français Emmanuel Macron à l'endroit du Mali lors de son passage en Guinée-Bissau dans le cadre de sa tournée africaine. Le gouvernement de la transition condamne avec la dernière rigueur ces propos haineux et diffamatoires du président français et prend à témoin l'opinion nationale et internationale sur ces accusations graves qui sont de nature à susciter la haine ethnique et à porter atteinte au vivre ensemble, à la cohésion ainsi qu'à l'harmonie entre les Maliens. Lors de cette conférence de presse, alors qu'il évoquait les raisons de sa venue en Guinée-Bissau, le président français a jugé inefficaces les résultats de la force militaire russe, ce qu'a démenti le porte-parole du gouvernement, en précisant par ailleurs qu'il s'agit des propos sans fondement. En effet, au cours de sa conférence de presse, le chef de l'État français a réitéré des accusations erronées en affirmant que les autorités maliennes entretiennent des relations avec un groupe paramilitaire sans jamais apporter de preuves, malgré les démentis des autorités de la transition. Pire, dans ses propos, il a évoqué l'exercice de la violence par les autorités maliennes, ciblant une ethnie spécifique de notre nation. Rappelons que les deux pays sont sous tension depuis fort longtemps, notamment depuis que le Mali a décidé de diversifier ses partenaires, car le bilan de l'accord militaire de 2013 entre Paris et Bamako n'a pas été satisfaisant. Le gouvernement de la transition a demandé d'une part à l'ambassadeur de France de quitter le territoire malien et d'autre part a suspendu les médias France 24 et Radio France Internationale se comportant comme la radio des 1000 collines en République du Mali. Aussi, ces propos subversifs du président français donnent raison au gouvernement de la transition qui, à juste titre, a mis fin à la coopération en matière de défense avec la France pour ses résultats insatisfaisants dans la lutte contre le terrorisme au Mali. Merci Ngale Bokia pour ce reportage. On parle toujours du Mali, mais cette fois-ci avec le Canada en termes de coopération. 5 nouveaux protocoles d'entente signés en présence de plusieurs autorités, notamment le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, son Excellence Abdoulaye Diop, ainsi que le chargé d'affaires de l'ambassade du Canada à Bamako et bien d'autres. D'importants protocoles d'entente d'un montant de 27 milliards de francs CFA. 673 900 000 a été signé dans le 29 juillet 2022. Un accord qui semble bien ravir plus d'un retour sur cette actualité avec vous. Voilà. 673 900 000 francs CFA, c'est le montant exact issu le vendredi 29 juillet 2022 lors de la signature de 5 protocoles d'entente entre le Mali et le Canada, principalement marqué par l'accompagnement de certains groupes vulnérables à travers la mise en œuvre des projets importants touchant principalement le secteur de l'éducation, du développement rural, de l'entrepreneuriat,
de la promotion de la femme et de l'enfant, Son Excellence M. Abdoulaye Diop s'est dit particulièrement ravi de la qualité de la coopération bilatérale avec le Canada. À cet effet, il a chaleureusement porté des remerciements à l'endroit du gouvernement et du peuple malien au Canada pour ce financement qui contribuera sans doute à l'amélioration des conditions de vie des populations maliennes. Dans son allocution, le chargé des affaires du Canada a dans un premier temps tenu à saluer les efforts importants que le gouvernement de la transition malienne ne cesse de déployer en vue de relever les défis multiformes de l'heure, et dans un second temps, ce dernier n'a pas manqué de réitérer la disponibilité de son pays à rester à l'écoute des besoins du Mali et à y apporter sa part de contribution. Précisons que les personnalités présentes à cette coopération étaient principalement composées du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Son Excellence M. Abdoulaye Diop, et le chargé des affaires de l'ambassade du Canada à Bamako, et bien sûr M. François Picard. Parlons cette fois-ci des États-Unis et de l'Afrique, les enjeux de la visite de Blinken dans le vieux continent. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken annonce en Afrique du Sud pour une tournée, qui va le conduire notamment du 7 au 9 août en Afrique du Sud, en RDC et au Rwanda. Un voyage qui, au regard justement des enjeux, ne diffère pas de celui d'Emmanuel Macron effectué récemment dans le continent et devant le pays dévancé par la Chine et la Russie sur des terrains particuliers, veut se rassurer notamment qu'il contrôle toujours son précaré. Les détails dans ce reportage d'Assam Zili. La bataille de positionnement se poursuit en Afrique. Après la France et la Russie, c'est au tour des États-Unis de lancer leur offensive diplomatique via leur secrétaire d'État, Anthony Blinken. L'homme doit effectuer du 7 au 9 août prochain un voyage en terre africaine qui le conduira en Afrique du Sud, en RDC et au Rwanda. Si le communiqué officiel qui fait état de cette information souligne qu'Anthony Blinken rappellera aux Africains qu'ils ont un rôle géostratégique essentiel et sont des alliés cruciaux sur les questions les plus brûlantes comme la lutte contre les effets du changement climatique, l'insécurité alimentaire et les pandémies mondiales. Pour certains observateurs, les enjeux de ce déplacement sont bien ailleurs. Ce qu'on peut retenir, c'est que l'Afrique revient au centre des enjeux géopolitiques mondiaux, certainement grâce à ses ressources naturelles abondantes dont toutes ces puissances-là, surtout occidentales, membres de l'OTAN, ont besoin. Contrairement à la Russie, qui a une économie qui jouit dans ce sol extrêmement riche et dont l'économie n'est pas extravertie. Perçu par Paris et Washington, tous deux membres de l'OTAN, comme un redoutable adversaire dont l'influence sur le continent ne cesse de croître, Moscou pourrait bien se retrouver au centre des échanges tout au long de ce voyage. Surtout lorsqu'on sait que la RDC, qui fait face à des problèmes sécuritaires dans sa partie Est, a déjà manifesté son désir de coopérer avec le pays dirigé par Vladimir Poutine. Ce déplacement d'Anthony Blinken se présente donc également comme une riposte visant à contrecarrer l'influence de Moscou sur le continent noir. Les motivations des uns et des autres ne sont pas les mêmes. Si les États-Unis et la France jouent dans le même camp, c'est-à-dire celui de la prédation internationale, la Russie, par contre, joue dans le camp de renforcement des capacités de développement des pays africains. Aujourd'hui, la Russie est une opportunité pour l'Afrique de sortir du sous-développement, de sortir du mépris dont l'Occident a toujours affiché vis-à-vis d'elle et de se débarrasser, donc une bonne fois pour toutes, des menaces qui pèsent sur elle à cause de sa relation traditionnelle avec l'Occident, représenté par la France naturellement et les États-Unis. Il revient donc aux pays africains, notamment ceux de l'Afrique subsaharienne, de tirer leur épingle du jeu dans cette bataille d'intérêts qui se joue sur cette terre.
En RDC, on parle d'insécurité. La MONUSCO reconnaît son inefficacité. Au moins 2 personnes ont été tuées dimanche dernier lorsque les forces onusiennes ont ouvert le feu sur un poste frontalier. Une enquête sur les circonstances de l'incident a été ouverte par la mission des Nations Unies pour la stabilisation du Congo afin de faire la lumière sur cet énième incident entre la MONUSCO et les populations civiles. Les populations plus que jamais en colère contre l'inefficacité de l'ONU où, dans les parties du pays, sévissent les conflits et les bandes armées. Kwakapadi. Dans un communiqué publié ce dimanche 31 juillet, la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC, Mme Bintou Keïta, déclare avoir appris avec stupéfaction l'incident grave qui s'est produit à Kasindi, à la frontière entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda. Au cours de cet incident, des militaires de la brigade d'intervention de la force MONUSCO, de retour de congé, ont ouvert le feu au poste frontalier pour des raisons inexpliquées et forcé le passage. Cet incident grave a causé des pertes en vies humaines et des blessés graves, a indiqué la chef de la MONUSCO sans autre précision. Mais d'après certaines sources non officielles, notamment des responsables de la société civile, au moins 2 personnes auraient été tuées et 14 blessés ce dimanche. Dans une vidéo amateur de l'incident partagée sur les réseaux sociaux, on aperçoit des hommes, dont au moins un homme en tenue de policier et un autre en tenue militaire congolaise, s'avancer vers le convoi immobilisé de l'autre côté de la barrière fermée à Kasindi, dans le territoire de Beni, à la frontière avec l'Ouganda. Après un échange verbal, on voit des présumés casques bleus tirer des coups de feu avant d'ouvrir la barrière et de franchir le poste. La chef de la MONUSCO, Bintou Keïta, se dit profondément choquée et consternée par ce grave incident. Et face à ce comportement inqualifiable et irresponsable, elle révèle que les auteurs de la fusillade ont été identifiés et mis aux arrêts en attendant les conclusions de l'enquête qui a d'ores et déjà commencé, en collaboration avec les autorités congolaises, a-t-elle assuré. Les contacts ont été également établis avec le pays d'origine de ces militaires pour qu'une procédure judiciaire soit initiée de toute urgence avec la participation des victimes et des témoins, afin que des sanctions exemplaires soient prises dans les meilleurs délais, ajoute la patronne de la mission onusienne à RDC, sans mentionner la nationalité de ces casques bleus. Une situation qui aura également fait réagir le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui se dit quant à lui outré par cette fusillade. Le secrétaire général des Nations Unies souligne avec la plus grande fermeté la nécessité d'établir la responsabilité de ces événements et approuve la mise en détention du personnel militaire mis en cause dans cet incident et l'ouverture immédiate d'une enquête. Notons que cet incident impliquant la MONUSCO n'est pas le tout premier du genre. En RDC, la semaine dernière, des manifestations meurtrières accompagnées de destruction et pillages avaient eu lieu dans plusieurs villes de l'Est de la RDC pour réclamer le départ des Nations Unies. À Goma, Butembo, Beni et d'autres localités, des manifestants avaient pris d'assaut les installations de la MONUSCO. Un total de 19 personnes, dont 3 casques bleus, avaient été tués dans ces manifestations violentes. La MONUSCO avait été accusée de bavure, jugée incapable de contenir sans faire de victimes au sein de la population qui manifestait contre leur départ. Et à chaque fois, c'est la même rengaine et les mêmes motifs qui sont avancés par les populations. Elles accusent les casques bleus d'inefficacité dans la lutte contre la centaine de groupes armés responsables du chaos dans lequel sont plongées les provinces de l'Est du pays depuis près de 30 ans. Présentes en RDC depuis 1999 et comptant actuellement plus de 14 000 soldats de la paix, avec un budget annuel d'$1 milliard, la MONUSCO est l'une des plus coûteuses missions de l'ONU au monde. Mais curieusement, elle peine depuis lors à sécuriser les zones en proie aux conflits et attaques. Parlons de coopération économique, cette fois-ci entre le Ghana et la Côte d'Ivoire. Hausse des prix pour les pays producteurs de cacao. Plus grands producteurs de cacao, de café dans le monde, la Côte d'Ivoire et le Ghana ont annoncé le vendredi 29 juillet dernier de lancer l'initiative Gigi, un projet conjoint qui vise à s'affranchir de la pression exercée par les multinationales du cacao et offrir de meilleures primes aux producteurs locaux. Qu'es-tu pour plus de précisions dans ce reportage? La Côte d'Ivoire et le Ghana, les plus grands producteurs de cacao du monde, ont déclaré le vendredi 30 juillet
qu'ils augmenteront au mois d'août la prime que les chocolatiers et les négociants payent pour leurs fèves. L'objectif pour les deux pays, c'est de sortir les petits exploitants agricoles de la précarité. Le CCC, le Conseil du café et du cacao de Côte d'Ivoire, a fixé sa prime à 0 pour les mois d'août, contre moins 125 livres par tonne en juillet, selon un communiqué. Au Ghana, Cocoa Board, l'organisme de réglementation du cacao, augmentera son différentiel d'origine à 20 livres par tonne en août, contre moins 50 livres par tonne au mois de juillet. La prime du Ghana est plus élevée car ses fèves sont en général de meilleure qualité que celles du voisin ivoirien. La Côte d'Ivoire et le Ghana, qui produisent ensemble plus de 60% du cacao mondial, ont décidé conjointement, au mois de mai 2022, de publier leurs primes chaque mois dans le cadre de l'initiative Gigi, l'initiative conjointe Côte d'Ivoire-Ghana sur le cacao. La prime est censée augmenter la redevance versée aux petits exploitants agricoles, mais elle est souvent tombée en dessous de 0 en raison de la pression exercée par les multinationales du cacao et les chocolatiers. Notre ambition est de ne plus vendre de cacao avec une prime négative. Nous voulons faire en sorte que nos producteurs reçoivent un revenu décent, a déclaré Alex Assanvo, le secrétaire exécutif de la Gigi. Le Ghana espère vendre le reste des contrats d'exportation de cacao pour la saison 2022-2023 avec un différentiel positif. Et la Côte d'Ivoire, pour sa part, a déjà vendu tous ses contrats pour la récolte 2022-2023 et la saison 2023-2024. C'est cette note économique que nous mettons un terme à cette session d'information. Merci de nous avoir suivis. Les programmes de Fayot Télévision se poursuivent.